Bonjour. Qu'est-ce que le petit p, ou p-value en anglais? Alors, qui n'a pas lu un article, écouté une présentation scientifique, sans avoir vu quelque part, entre parenthèses, à la suite d'un résultat expérimental ou d'une observation comparative, la lettre P, souvent en italique, suivie d'un nombre décimal quelconque inférieur à 1. Le concept du petit p qu'on va reprendre ici est développé dans la vidéo sur le principe des tests statistiques. Alors ce bref exposé est centré exclusivement sur le petit p. Je vais commencer par vous dire ce qui est encore communément admis sur ce sujet et on verra à la fin un certain nombre d'abus qui sont commis sur son interprétation. Vous savez qu'un test statistique suit toujours le même principe. On part d'une observation et on bâtit un jeu d'hypothèses, hypothèse nulle et hypothèse alternative. On choisit, avant de faire le travail, un seuil d'erreur de type 1, le risque alpha, c'est-à-dire le risque maximum de se tromper qu'on assumera en cas de rejet à tort de l'hypothèse nulle. Alors il est communément admis de ne jamais dépasser un risque d'erreur de plus de 5%, ce qui serait déraisonnable. Mais si on trouve que cette limite est trop grande, rien n'empêche de choisir un risque limite a priori plus faible, 1% par exemple. En tout cas, j'insiste là-dessus, c'est une démarche à adopter avant même d'avoir recueilli les données et d'en connaître les résultats. C'est avant de doubler un camion sur la route que vous évaluez le risque de percuter la voiture qui vient en face, pas après. Bien, c'est pareil avec alpha. Alors on pourrait dire que le choix d'un risque alpha, ce n'est pas vraiment une démarche statistique, c'est une prise de responsabilité de la part du chercheur. Ensuite, on recueille les données, et enfin, on fait des calculs pour tester l'hypothèse nulle par un test quelconque, test Z, test de Student, test de Q2 ou autre, et on obtient une valeur petit p. Donc tous les tests statistiques, quels qu'ils soient, produisent un petit p. On pourrait dire qu'un test statistique, en quelque sorte, c'est une machine à produire du petit p. Prenons un exemple simple, la comparaison de deux traitements. On a fait l'observation d'une probable efficacité d'un traitement B qui serait meilleur que l'ancien traitement A. On pose l'hypothèse nulle en disant que le traitement B n'est pas meilleur que A, c'est-à-dire qu'il ne devrait y avoir aucune différence entre la fréquence des patients guéris par A ou par B. On se fixe un risque alpha de 5%, correspondant à une valeur critique unilatérale de Z de 1,64. On recueille les données et on constate que 87% des malades traités par B ont été guéris, contre seulement 73% de ceux traités avec A. On fait un test Z de comparaison de la fréquence des malades guéris par A et par B. On teste la différence 0,87 moins 0,73. On obtient une valeur de Z de 1,93, correspondant à un petit p de 0,027. Qu'est-ce que donc que ce petit p? Qu'est-ce que cela signifie? Alors pour définir petit p, on se met tout d'abord dans une condition fondamentale. On suppose que l'hypothèse nulle est vraie. Si l'hypothèse nulle est vraie, et si l'effet étudié x est par exemple une différence, celle-ci devrait être proche de 0. On appelle petit p la probabilité, si l'hypothèse nulle est vraie, d'avoir observé l'effet x, mais aussi tous les autres effets qui seraient encore plus extrêmes. Donc cette probabilité est illustrée par l'aire en bleu sur le graphique. Petit p, c'est la fraction de la surface en bleu divisée par la surface totale qui est sous la courbe. On se met ici dans le cas d'une hypothèse unilatérale, sinon on s'intéresserait aux deux côtés de la courbe. Donc petit p c'est une proportion, c'est-à-dire un nombre compris entre 0 et 1, ou entre 0% et 100% si vous préférez. Maintenant qu'on sait à peu près ce qu'est le petit p, voyons surtout ce qu'il n'est pas. Et cela va nous conduire à examiner un certain nombre d'interprétations abusives du petit p qui abondent dans la littérature scientifique. Alors tout d'abord, la première interprétation abusive qu'on fait de petit p, c'est de le considérer comme un risque d'erreur. En reprenant le résultat de notre exemple, où petit p égale 0,03, on conclut que le traitement B est meilleur que A. Et on a tous tendance à penser que les auteurs ont moins de 3 chances sur 100 de se tromper. Mais cette manière de penser est erronée. Petit p n'est pas un risque d'erreur. Rappelons-nous comment on a construit un test. Avant toute mesure ou calcul, on a commencé par se fixer un seuil d'erreur, un risque alpha maximum qu'on assumait de prendre en rejetant l'hypothèse nulle à tort, par exemple 5%. Alors prenons l'exemple d'un test Z. Si on se fixe un seuil d'erreur alpha de 5%, la valeur critique de Z pour un test unilatéral est de 1,64.
Si le résultat du test donne une valeur supérieure à 1,64, alors on rejettera l'hypothèse nulle en assumant 5% de chance de se tromper. Dans notre exemple numéro 1, le test de comparaison des pourcentages de guérison donnait une valeur de Z de 1,93. Cette valeur étant supérieure au seuil fixé, on rejette l'hypothèse nulle avec un risque d'erreur tel qu'on l'avait annoncé avant le test, moins de 5%. Alors maintenant, examinons ce que signifie cette valeur de Z égale à 1,93. En regardant dans la table ou avec Excel, on note que la probabilité que Z soit égale ou supérieure à cette valeur de 1,93 est de 0,027, soit environ 3%. C'est le petit p. C'est la probabilité d'avoir observé une différence au moins aussi grande que celle qu'on a observée. Donc petit p n'est pas un risque d'erreur. C'est tout simplement une mesure du degré de confiance dans le rejet de l'hypothèse nulle. Si ce n'est pas un risque d'erreur, alors qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur positif qui est lié aux données recueillies. Petit p mesure le niveau de confiance dans le rejet de l'hypothèse nulle. Il mesure en quelque sorte l'évidence contre l'hypothèse nulle. Il donne un degré de significativité au résultat. Le risque d'erreur qu'on risque de commettre en rejetant l'hypothèse nulle, c'est le risque alpha qu'on s'est fixé avant l'essai. Si on désirait un risque d'erreur plus faible, alors il faudrait, avant même de faire les mesures, se fixer un seuil plus bas, et ensuite regarder si la valeur du test était inférieure à ce seuil. Si on ne voulait pas un risque d'erreur de plus de 3%, alors il faudrait fixer avant le test un risque alpha de 3%, soit une valeur critique de Z de 1,88. Et avec une valeur Z observée de 1,93, on rejetterait l'hypothèse nulle avec un risque d'erreur inférieur à 3%. Reprenons notre exemple. Imaginons que, pris d'une inquiétude sur les résultats de leur essai, les auteurs décident de recommencer un autre essai, exactement dans les mêmes conditions, avec les mêmes procédures de tirage au sort des patients. Ils choisiraient toujours le même risque d'erreur a priori, 5%, mais les données recueillies ne seront pas tout à fait les mêmes, et le résultat du test lui aussi différerait. Par exemple, on trouverait un petit p de 0,038. Donc ils ont toujours le même risque de se tromper, inférieur à 5%, et un degré de confiance dans leur affirmation de 0,038, légèrement différent du premier essai. Et s'ils avaient publié et affirmé péremptoirement lors du premier essai que leur risque d'erreur petit p était de moins de 3%, eh bien ils seraient bien embarrassés pour publier le second essai avec un risque d'erreur plutôt proche de 4%. Ça serait un peu confus. Donc ils resteront cohérents et logiques en disant que lorsqu'ils affirment que B est meilleur que A, ils prennent toujours un risque d'erreur inférieur à 5%. Donc le petit p, c'est la mesure du degré de confiance dans cette affirmation, ou si vous préférez, du degré de significativité. Et il est logique que cette mesure soit différente avec un autre jeu de données. Petit p est dépendant des données, petit p est une variable aléatoire qui change avec chaque échantillon. Alors on demande souvent quelle est la différence entre le risque alpha et le petit p. Alors pour bien comprendre cette différence, il faut imaginer que le travail se fait avec deux collaborateurs distincts. D'un côté le chercheur qui planifie son étude et de l'autre le statisticien qui l'appuie techniquement. Le chercheur, avant même de faire son essai, doit se fixer un risque d'erreur maximum, un risque assumé. C'est son risque alpha fixé a priori. C'est donc un paramètre extérieur au travail de recueil des données proprement dit. Alpha ne dépend pas des données. Ensuite, après le travail d'enquête, le chercheur communique les données qu'il a recueillies au statisticien qui lui calcule le petit p. Donc ce petit p, nous l'avons vu, est une variable aléatoire dépendant des données. Donc le statisticien ne considère pas petit p comme un risque d'erreur, il ne s'est pas trompé dans ses calculs. Il fournit simplement la probabilité d'avoir observé les données qu'on lui a fournies si l'hypothèse nulle est vraie. Ensuite, il repasse le bébé au chercheur. Donc Ronald Fisher, le concepteur du petit p, ne se préoccupait pas de l'acte de rejeter ou non cette hypothèse pour en accepter une autre. Si le petit p était faible, inférieur à 5% par exemple, il concluait en disant que l'hypothèse nulle ne convenait pas pour expliquer les données. Mais c'est tout. Donc par rapport au risque d'erreur alpha, on pourrait dire que l'intérêt du petit p, c'est qu'il quantifie en quelque sorte le degré de confiance dans la décision qui va être prise. Et si cela reste encore un peu confus pour vous, je vous rassure, cela fait plus d'1 siècle que les meilleurs statisticiens s'étripent sur ce sujet. Alors pour fixer les idées, on peut faire l'analogie avec la sélection d'une équipe pour un concours de saut en hauteur. Le risque alpha est représenté par la barre fixée ici à 2 mètres.
pour être sélectionné au concours, c'est-à-dire pour rejeter l'hypothèse que le sauteur soit nul, eh bien il faut franchir cette barre, il faut franchir ce seuil. Si le concurrent franchit la barre, eh bien il est sélectionné. C'est le but de notre test. Il a passé les 2 mètres. Mais qu'il franchisse 2 mètres 2 ou 2 mètres 3, peu importe. On rejette l'hypothèse nulle avec un risque faible d'erreur dans la pertinence de sa sélection. Alors ensuite, on peut regarder la hauteur exacte franchie par le candidat. S'il a franchi 2,45 m, on peut penser qu'il a de bonnes chances de gagner le championnat, qu'il a sans doute de meilleures chances de gagner que celui qui n'a franchi que 2,2 m. C'est en quelque sorte son petit p. Plus la hauteur franchie est élevée, plus grande est la confiance qu'on va accorder à ce candidat dans le concours qui va suivre. Autre mauvaise interprétation possible, petit p ce n'est pas la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie. Pour la bonne raison initiale que petit p est justement calculé sous l'hypothèse qu'elle est vraie. Alors voici un exemple simple pour vous en convaincre. Lançons une pièce de monnaie ordinaire. L'hypothèse nulle, c'est que la pièce est bien équilibrée et on devrait obtenir sur une longue série un nombre à peu près équivalent de piles et de faces. On lance la pièce 4 fois et on obtient 4 fois pile. Donc la probabilité d'une telle situation, qu'on calcule avec la loi binomiale, est de 6 chances sur 100. Donc une telle situation est surprenante, mais elle est plausible. Elle n'est pas impossible avec une pièce ordinaire. Vous admettez que cela ne signifie en aucun cas que la probabilité que la pièce soit bien équilibrée est tombée à 6%. Cela veut dire simplement qu'il y a seulement 6 chances sur 100 que cette situation arrive si l'hypothèse nulle est vraie. Troisièmement, petit p ce n'est pas la probabilité de retrouver les mêmes résultats si l'hypothèse nulle est vraie. La probabilité de retrouver le même résultat, x, elle est infime. N'oubliez pas que petit p c'est la probabilité de retrouver le même résultat ou un résultat encore plus extrême. Quatrièmement, petit p n'est pas la mesure de l'intensité d'un effet. Si l'effet mesuré est une différence, le petit p obtenu n'a rien à voir avec la différence d'effet observé. Alors voyons 2 exemples pour illustrer ce point important. Voici 2 séries de sujets représentés par des points noirs. On a ordonné leur taux de cholestérol. Tous présentent une hypercholestérolémie. Le premier groupe à gauche est composé de sujets non traités et le groupe à droite de sujets traités par un produit A. Les moyennes des taux de cholestérol des 2 groupes sont marquées par un trait horizontal dont la différence est visualisée par la flèche. Après avoir effectué le test adéquat, les auteurs concluent à une efficacité du traitement A avec un petit p tout juste inférieur à 5%. Cependant, avec un tel résultat pourtant significatif, ils ont du mal à convaincre les opposants à ce traitement. Passons à une seconde étude similaire comparant un groupe non traité à un groupe traité par un produit B concurrent. On constate que la différence moyenne du taux de cholestérol, la barre bleue verticale, est plus grande que dans l'étude de gauche. Il semble que le produit B soit plus efficace. Et pourtant, le petit p calculé est identique. La raison à cela, c'est le manque de puissance de cette étude B qui est due à la faiblesse des effectifs des échantillons. Si les auteurs de l'étude B avaient disposé d'effectifs plus grands, ils auraient peut-être obtenu un petit p plus faible et ils auraient été plus convaincants dans l'affirmation que leur traitement B est meilleur que A. Donc, nous avons 2 petits p identiques qui peuvent être trouvés alors que les effets sont différents. Voyons maintenant une autre situation, avec 2 études visant à comparer 2 nouveaux procédés A et B de prévention des infections de sites opératoires ISO. Chaque étude compare le nouveau procédé au procédé classique. L'étude A montre une baisse du taux d'infection passant de 24% avec le procédé ancien à 12% avec le nouveau procédé A. Le petit p est inférieur à 5% et les auteurs concluent à l'efficacité de ce nouveau procédé. L'étude B montre de la même manière une baisse du taux d'infection à 12% avec le nouveau procédé B. Dans cette étude, le petit p est inférieur à 1 pour 1000 et les auteurs concluent eux aussi à l'efficacité de leur nouveau procédé B. Et si on les pousse un peu, ils auraient même tendance à affirmer qu'ils sont les meilleurs. Alors, est-ce que la méthode B est pour autant supérieure à la méthode A? Alors, bien sûr, vous ne tomberez pas dans ce piège, l'efficacité des 2 nouveaux procédés est identique. Ils font chuter la fréquence des infections de moitié. C'est seulement le degré de significativité qui est différent. Le protocole de l'étude B a permis une meilleure confiance dans l'affirmation du résultat. Les auteurs de l'étude B sont simplement plus convaincants que les auteurs de l'étude A. Donc 2 petits p très différents peuvent être observés alors que l'effet est identique.
Alors pour dire les choses de manière différente, attention à ne pas mélanger les deux notions. D'une différence significative au sens populaire du terme, c'est-à-dire une différence importante, intéressante à considérer, que je symbolise ici par la lettre delta, avec une différence statistiquement significative qui est mesurée par le petit p. Donc schématiquement, on peut envisager les quatre cas de figure. Ici, nous observons une différence importante entre deux moyennes et cette différence est statistiquement significative. Alors qu'ici, nous observons une différence aussi importante, mais elle est statistiquement non significative. Les intervalles de confiance des deux séries se chevauchent, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Dans cette troisième situation, nous avons une différence faible et statistiquement non significative. Et enfin ici, une différence très faible et néanmoins statistiquement significative. Et la question de bon sens à toujours se poser, c'est est-ce que cette différence a un intérêt? Même si elle est significative, est-ce que cela vaut le coup d'abandonner le traitement 1 pour instaurer le traitement 2, qui serait par ailleurs 5 fois plus cher ou 3 fois plus toxique? Et là, on sort du domaine des statistiques. Donc il faut savoir lever le nez du guidon et ne pas faire du petit p la règle de décision suprême dominant toute autre considération. Comment publier un résultat scientifique ayant fait l'objet d'un test statistique? Alors voici une règle qui n'est pas universelle, mais qui me paraît tenir compte de la plupart des pièges que nous venons de voir. Tout d'abord, on se fixe un seuil alpha préalablement au travail, donc il est impératif d'être scrupuleux dans cette démarche et de ne pas arranger ce seuil en fonction des résultats trouvés. On a vu que cela exposerait le chercheur à de gros déboires si ses travaux étaient répétés plus tard. Donc on affiche dans le chapitre des méthodes ce risque alpha, on déclarera comme statistiquement significatif les résultats dont les petits p seront inférieurs à ce seuil. On calcule le petit p, qu'on peut arrondir à une valeur immédiatement supérieure, et s'il y a lieu, on déclare la différence statistiquement significative en acceptant l'hypothèse alternative. Dans notre exemple, le traitement B est plus efficace que le traitement A. Et en mentionnant la valeur du petit p entre parenthèses avec cette égalité. En toute rigueur, la seule inégalité permise est celle d'un petit p inférieur au seuil choisi. Alors dans la littérature, vous verrez le petit p exprimé sous des formes assez diverses, certaines sont correctes, d'autres moins. La formulation la plus fréquente est celle d'un petit p inférieur au seuil du risque choisi. Lorsqu'on voit un petit p par exemple inférieur à 0,001 ou inférieur à 10 puissance moins 3, les auteurs concluent à une différence hautement significative. C'est pas complètement faux, mais comme on l'a vu, le signe inférieur à est incorrect. On devrait écrire soit p égale 10 puissance moins 3, soit p inférieur au seuil choisi préalablement. Alors, il arrive parfois qu'on obtienne un petit p de ce type très proche du seuil. Peut-on conclure à un rejet de l'hypothèse nulle? Si le seuil a été fixé à 5%, alors il n'y a pas à hésiter, on est en dessous du seuil qui a été fixé. Et si vous, auteur, n'êtes pas convaincu, alors il fallait fixer a priori, avant votre travail, un seuil alpha plus petit, 2% par exemple. Alors, autre exemple, p égale 0,45. Cela signifie qu'on ne peut en aucun cas rejeter l'hypothèse nulle, ce serait beaucoup trop risqué. On déclare donc la différence non significative. Alors souvent, on ne mentionne pas les valeurs de petit p lorsqu'elles sont supérieures au seuil, on se contente d'afficher un résultat non significatif ns. Alors voilà une valeur un peu particulière, petit p égale 0,051. Les auteurs ont travaillé pendant 5 ans, ils ont dépensé des milliers d'euros, et ils aboutissent à une valeur du petit p qui est juste au-dessus de la barre fatidique des 5%. Donc, en toute rigueur, c'est non significatif. Et pourtant, cette valeur est quasiment identique à celle de gauche, 0,049. On a ainsi ce paradoxe de deux valeurs presque identiques qui aboutissent à des décisions diamétralement opposées, alors que dans chaque colonne, nous avons des valeurs très différentes qui aboutissent à des décisions identiques. Alors évidemment, la situation ici est très désagréable et risque d'engendrer de graves tentations qui seraient de revenir sur les données, de corriger telle ou telle valeur, d'exclure un dossier pour de plus ou moins bonnes raisons, pratiques évidemment qui sont toutes malhonnêtes. La seule chose qu'il faut faire dans ce cas, c'est de rester raisonnable. Tout le travail n'est pas rejeté pour autant, il serait stupide de ne pas publier les différences observées, même si elles ne sont pas significatives. Ces différences ont un intérêt qui mérite analyse et discussion. Et vous savez qu'on appelle biais de publication ce travers qui a empêché de nombreuses publications de résultats non significatifs qui pourtant avaient un sens scientifique, une valeur scientifique, une pertinence, malgré le fait que la différence ne soit pas statistiquement significative. Donc ne vous laissez pas abuser par ce que certains ont appelé la dictature du petit p.
Alors je vais m'arrêter là pour cette brève approche du petit p. Comme on a pu le constater, l'interprétation correcte est délicate à appréhender. Je voudrais vous rassurer en vous disant que des générations d'utilisateurs de statistiques ont pataugé dans cette relative confusion entre petit p et le risque alpha. C'est Fisher qui a développé le concept du petit p et du degré de signification. Et ce sont Neyman et Pearson qui ont développé le concept du risque alpha, ce risque de commettre une erreur de type 1 par rejet de l'hypothèse nulle. 30 ans de débats, de lettres, de communications et d'articles, parfois aux limites de l'inconvenance, n'ont pas suffi à réconcilier les deux approches. Donc pas de panique si tout cela n'est pas encore très clair pour vous, et même si parfois le petit p est mal interprété, cela a peu d'incidence en pratique. Les grands résultats de la littérature médicale publiés avec des petits p fallacieux restent cependant valides. Le risque de contracter une hépatite B est bien inférieur chez les sujets vaccinés, que ce soit démontré grâce à un petit p ou avec un risque alpha. Mais j'ai quand même une mauvaise nouvelle. De plus en plus de chercheurs contestent la pertinence même du petit p et la notion de résultat significatif. Alors pour de nombreuses raisons liées aux imperfections que nous venons de voir, mais aussi pour une raison plus fondamentale. En effet, si vous avez bien compris que le petit p était la probabilité d'observer les données si l'hypothèse nulle est vraie, est-ce que vous vous êtes déjà préoccupé de la probabilité de l'hypothèse nulle elle-même ? Lorsqu'on fait un test statistique classique qui prévoit le possible rejet ou non de l'hypothèse nulle au profit de l'hypothèse alternative, on affecte implicitement une probabilité a priori identique des deux hypothèses. Mais que se passe-t-il si l'hypothèse nulle est totalement absurde? Ou au contraire, si l'hypothèse nulle est quasi certaine? Est-ce que vous accorderez la même confiance au petit p? Est-ce que vous affirmerez de façon aussi péremptoire une différence significative si l'hypothèse nulle est a priori improbable ou à l'inverse a priori évidente? Donc intuitivement, on se doute que si l'hypothèse nulle est elle-même peu probable, il sera plus facile d'accepter son rejet avec un petit p significatif, alors que si l'hypothèse nulle est quasi certaine, un petit p même significatif doit faire réfléchir et susciter quelques doutes. Et finalement, connaître le petit p, probabilité d'avoir observé les données si l'hypothèse nulle est vraie, c'est assez peu intéressant si on y réfléchit bien. Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus intéressant de connaître tout simplement la probabilité des hypothèses soulevées en fonction des données observées et de les comparer? On discutera de ce problème fondamental dans une prochaine vidéo intitulée « Critique du petit p ». Je vous dis donc à bientôt. Et voici quelques références d'articles sur le sujet de cet exposé.